La preuve principale de la dévaluation du discours par ce charlatan, bonimenteur, pour citer Rousseau, est l'attitude publique qu'il entretient à l'égard de ses propres propos. Voilà qu'un jour, il déclare A, devant toutes les chaînes de télévision du pays, et au micro de nombreuses radios, par exemple, j'ai connu X dans de telles circonstances, faites ceci, faites cela, faites envoyer la police dans les universités si les étudiants protestent, et le lendemain, parce que ces conseillers, que je ne plaindrai pas, sont débordés, ou parce que le temps du caprice est volatile, ou mieux sans doute par un usage concerté, il dira « mais je n'ai jamais dit A ». Par exemple, mais je n'ai jamais dit que je connaissais A dans les circonstances P, mais je n'ai jamais dit qu'il fallait faire envoyer la police, etc. Le déni, le mensonge, la promesse démentie, la longue chaîne des réfutations et des contre-réfutations ne sont pas des accidents, ce qu'on lit souvent dans les journaux, des bavures, des gaffes, des trous, des chutes, des ratés de la communication, et encore moins des fautes de contenu qui seraient sauvées par la merveilleuse bonne communication. Ce sont des opérations qui sont sans doute instinctives, mais aussi décidées, de celui qui sait mentir comme il respire. Relayés par les transmetteurs de la société du spectacle qui font diversion, aidés par des figures de journalistes qui tiennent à la vérité de l'information comme un traître peut tenir à la fidélité, Berlusconi navigue entre déclarations chocs et démentis, reniements et dénégations, mensonges et faussetés. Loin de communiquer, il vide le message parce qu'il vide le langage, détruisant les codes mêmes de la communication politique, ce qui peut évidemment réjouir certains sémioticiens, comme je le disais, qui voient là l'avènement d'une communication pure, c'est-à-dire d'une communication vide. Et surtout, ce que les Européens jusqu'à récemment semblaient apprécier comme une image de cette bonne humeur italienne, il aime blaguer. Un livre récent fait état, je vous donnerai la référence bibliographique si vous le voulez, d'une véritable discipline, d'un véritable athlétisme de la blague chez Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi en connaîtrait plus de 2000, les répéterait, les soumettrait à un auditoire payé, sévère. Il dispose d'une véritable cellule de crise qui cherche, écrit, écarte, répète les blagues. Berlusconi raconte des blagues. Elles ne sont pas toutes racistes, antisémites, sexistes ou simplement dégoûtantes. Certains sont du cru bien bouchonné de l'almanach Verneau, d'autres sont plus appuyés, certaines sont proprement révoltantes et seraient sans doute impossibles dans d'autres lieux. On aurait honte de répéter les blagues sur Auschwitz ou sur le sida. On pourrait d'ailleurs montrer à partir de ce livre comment les blagues se laissent facilement décrire selon les termes de Freud, dans le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, puisque ces blagues, me semble-t-il, je cite Freud, se mettent au service de tendances de deux seulement au total, qui peuvent elles-mêmes être envisagées d'un point de vue unique. Il s'agit soit du mot d'esprit hostile, celui qui sert à commettre une agression, à faire une satire, à opposer une défense, soit du mot d'esprit obscène, celui qui sert à dénuder. En d'autres termes, et plus classiques, la blague sert les deux tendances de la libido, le pouvoir et la mort, le sexe et la vie. Est-il surprenant qu'un tel homme d'État recourt à ces deux filons, la mort et le sexe? Après avoir raconté comment les blagues des humoristes et des chansonniers de l'Italie des années 50 ont formé, pour ainsi dire, l'esprit du bonimenteur, qui d'ailleurs compte une carrière de chansonnier sur des bateaux de croisière, le préfacier du Petit Berlusconi illustré assigne plusieurs finalités aux blagues du président du Conseil. Il y a d'abord, dit-il, la captatio benevolentiae. Il s'agit, dirait Rousseau, de mettre les rieurs de son côté. Berlusconi semble avoir des registres très précis des blagues qu'il peut raconter dans chaque situation, avec les médecins, avec les policiers, avec les ministres, avec les membres de la Lega, avec les ennemis de la Lega, avec les fascistes, avec les ennemis des fascistes, etc. Mais il y a plus. D'une part, soutient cet anthologiste, les blagues ont une fonction thérapeutique, elles sont porteuses de bonne humeur, d'une vision édulcorée de la vie, sans doute plus facile à revendiquer dans un somptueux palace de Sardaigne que sous une tente à l'Aquila. Elles exprimeraient la force d'une âme que rien n'abat. D'autre part, la blague, nous est-il dit, a une vision exemplaire, illustrative, typique. Elle trempe un concept,
Elle le résume en l'illustrant comme une image. Enfin, et ce serait là l'essentiel, les blagues sont une confession de soi. Elles seraient, je cite, la manière la plus profonde et la plus instinctive de se raconter en public, de dire vraiment l'intimité d'un homme. Elles offriraient la vérité. Mieux, sa description la plus authentique et la plus complète, parce qu'elle est la plus protéiforme, la plus mobile. Elle compose donc un manteau d'Arlequin. Mais n'y a-t-il pas une contradiction à prétendre à la fois que les blagues sont la vérité du menteur et qu'il ne faudrait jamais prendre au sérieux les propos de Berlusconi quand ils semblent sérieux et qu'il faudrait les prendre très au sérieux quand ils semblent fictifs? N'y a-t-il pas une autre hypothèse, plus simple, plus radicale? Et si tout simplement, pour citer un couple de Carlo Ginzburg encore, les blagues de Berlusconi permettaient tout radicalement d'annuler la frontière du vrai, du faux et du fictif, de créer un brouillard permanent sur l'information, c'est-à-dire d'interdire la communication. La blague dédouane en créant un trouble de la communication. Elle n'est pas une forme de communication, mais on le sait bien d'ailleurs dans un dîner, dans un banquet, mais une forme d'excommunication. Blaguer, c'est dénier. On le montrerait sans peine en indiquant la situation devenue classique dans la politique italienne du déni par blague. Laissez-moi vous parler un peu du déni par blague. Il y a quelque chose de foncièrement violent dans cette attitude dénégatrice. Vous insultez quelqu'un, vous traitez sa femme à la légère, vous lui touchez les fesses même, et puis, sans assumer le courage de votre médiocrité, vous dites en souriant « Mada è scherzavo ». Ou pire, mais vraiment, t'as pas le sens de la plaisanterie. Entendez, vous faites de l'esprit la plus haute valeur du goût et de la communication sociale pour cacher que vous enfreignez les codes les plus élémentaires de la relation et que vous offensez et votre interlocuteur et la langue elle-même. Il faudrait au reste que chacun d'entre nous se souvienne, ce thème est d'ailleurs frôlé par Freud, de la gêne, de l'embarras et même peut-être du désespoir que peuvent provoquer les mauvaises blagues. Il y a un passage de Freud très important là-dessus. Quand on sent qu'une blague est mauvaise, il y a quelque chose comme un abîme qui s'ouvre. Leur mauvais goût peut provoquer une nausée qui n'est sans doute pas sans rappeler, c'est la thèse de Freud, celle que doit provoquer un exhibitionniste. Et que fait le blagueur, sinon brandir partout un sexe de mots? Le comble est atteint, bien sûr, quand Berlusconi dénie même le fait de raconter des blagues. Alors je vous cite cette phrase qui est quand même extraordinaire. Il soutient « Moi, je ne raconte pas de blagues et je méprise ceux qui le font. Ce que je fais, c'est que j'utilise des histoires drôles pour sculpter des concepts. »